We learned today that Donald Trump is pardoning Rudy Giuliani and others who were allegedly a part of a bid to overturn the 2020 election. Ed Martin, Trump's pardon attorney, posted the pardon to social media. On the list, Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, and former Chief of Staff Mark Meadows. It also includes 77 people who have not been convicted of federal crimes. It says in broad language that the pardon exonerates all citizens accused of election interference. The pardon does not extend to the president himself. Certaines décisions judiciaires ne se contentent pas de résoudre des affaires, elles déplacent l'axe d'interprétation sur les limites mêmes du pouvoir. Lorsque cela se produit, le fonctionnement régulier des institutions passe à un nouveau paramètre. Le 10 janvier 2026, un panel de juges de la Cour d'appel du district de Columbia a rendu une décision qui a modifié la conception juridique des limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis. La session, marquée par des tensions et des arguments soigneusement élaborés, examinait un recours formé dans l'une des affaires fédérales impliquant le président Donald Trump. Au cœur du procès se trouvait la question de l'autogrâce présidentielle, un sujet qui divisait les constitutionnalistes depuis des décennies, mais qui restait jusqu'alors en suspens, faute de précédent direct. La Cour, à une large majorité, a déclaré que le président n'avait pas le pouvoir de se pardonner lui-même, même si la tentative avait lieu après son mandat et même si l'acte avait été commis sous prétexte de protéger la stabilité institutionnelle. Le raisonnement utilisé par la Cour fait explicitement référence au principe républicain selon lequel nul ne peut être juge de lui-même. Avec cette définition, l'un des principaux piliers de la défense du président a perdu sa validité formelle, et le précédent établi a eu un impact immédiat sur les autres procédures en cours. La décision, bien que centrée sur un point technique, a été rédigée de manière exhaustive, délimitant les catégories de comportements qui ne peuvent être protégés par l'utilisation abusive de l'institution de la grâce. Dans la foulée, la Cour a également réitéré que les crimes classés comme obstruction à la justice, fraude électorale et falsification de documents officiels ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une immunité fonctionnelle après l'exercice du mandat. La lecture de la décision a duré moins de 15 minutes, mais ses effets se sont rapidement propagés à l'ensemble de la structure institutionnelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le même après-midi, les procureurs fédéraux ont demandé la réactivation de procédures précédemment suspendues, désormais fondées sur la nouvelle interprétation. Les cabinets d'avocats spécialisés en droit public ont entamé des révisions massives des stratégies de défense qui reposaient sur l'hypothèse d'un bouclier juridique irréversible. Les journaux, les réseaux d'analyse juridique et les plateformes de suivi institutionnel ont commencé à souligner que pour la première fois depuis des décennies, un tribunal fédéral délimitait avec précision la frontière entre l'autorité présidentielle et la responsabilité pénale. Au Congrès, les parlementaires des deux partis ont réagi par des déclarations mesurées. Certains ont vu dans cette décision une avancée nécessaire pour réaffirmer l'idée que la présidence n'est pas un territoire exempté de l'application du droit commun. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que la judiciarisation de la fonction présidentielle prenne un caractère permanent, modifiant l'équilibre historique entre les trois pouvoirs. Dans le même temps, des entités liées à la magistrature ont publié des communiqués indiquant que la décision ne créait pas un nouveau pouvoir, mais réaffirmait ce que l'architecture constitutionnelle a toujours supposé, à savoir que l'exercice de la fonction publique est soumis à un contrôle juridique, indépendamment du degré d'influence politique ou du statut institutionnel de la personne qui occupe la fonction. La question de l'auto-amnistie, qui était jusqu'alors considérée comme une hypothèse lointaine, a immédiatement pris une place centrale. En écartant cette possibilité, la Cour a ouvert la voie à d'autres fondements juridiques qui ont été testés à la lumière de la nouvelle jurisprudence. Certaines affaires impliquant des paiements confidentiels, des tentatives de pression sur les autorités électorales et l'utilisation abusive de fonds de campagne ont été réexaminées
sous l'angle de la distinction entre actes officiels et comportements privés. Cette distinction, renforcée dans la décision, établit que seuls les actes strictement liés aux fonctions constitutionnelles de la présidence bénéficient d'une immunité limitée, et que toute action prise dans un intérêt personnel, électoral ou patrimonial, est soumise à la pleine application de la loi pénale. Il ne s'agit pas seulement d'une défaite juridique pour un individu, mais d'une reconfiguration de la logique institutionnelle qui s'était consolidée ces dernières années. Le ministère de la Justice lui-même, qui avait interrompu une partie de ses enquêtes après la victoire de Trump en 2024, a repris les discussions internes sur la portée des garanties juridiques accordées aux membres de l'exécutif. La décision de la Cour, en réaffirmant que l'immunité fonctionnelle a une durée de validité clairement définie, indique que la fin d'un mandat n'équivaut pas à l'archivage automatique d'éventuels comportements irréguliers. La prescription, les délais de procédure et la recevabilité des preuves doivent désormais être réévalués sur la base d'une interprétation qui n'existait pas auparavant avec une telle clarté. Ce nouveau scénario réactive non seulement les procédures judiciaires, mais aussi le débat public sur les contours juridiques de l'autorité présidentielle. Un débat qui ne se concentre pas uniquement sur la figure de Donald Trump, mais sur ce que les précédents actuels représenteront pour les futurs présidents, quel que soit leur spectre idéologique. C'est dans ce type de moment que se définissent les repères institutionnels qui perdurent pendant des générations. Pour ceux qui suivent de près les développements du système juridique américain, cette décision inaugure une nouvelle phase, moins tolérante envers les zones d'ombre, plus exigeante en matière de séparation entre fonction publique et intérêt privé. Et pour ceux qui comprennent l'importance d'une couverture contextualisée et continue de ces transformations, suivre cette chaîne est un moyen de rester attentif aux signes les plus pertinents de ce processus historique. À partir de là, la décision de la Cour a commencé à agir comme un élément de réorganisation systémique, provoquant des réactions simultanées dans différentes sphères de l'État. Le ministère de la Justice, qui jusqu'alors avait suspendu les poursuites pénales contre Donald Trump en invoquant la doctrine institutionnelle de ne pas poursuivre les présidents en exercice, a repris les discussions internes sur la reclassification des actes commis pendant son mandat. Les avocats du ministère public fédéral ont commencé à distinguer plus rigoureusement les épisodes pouvant être considérés comme relevant de la fonction officielle, de ceux qui révélaient des traits évidents de conduite privée, tels que les paiements extrajudiciaires, la manipulation des registres comptables et les pressions informelles sur les autorités électorales. La jurisprudence émergente a également servi de base à de nouvelles demandes d'accès à des documents sous le sceau du secret professionnel. Plusieurs juges de première instance ont commencé à rouvrir des enquêtes qui avaient été classées en raison du vide interprétatif antérieur. Dans les tribunaux fédéraux de New York, de Pennsylvanie et de Géorgie, les ordonnances ont commencé à citer explicitement l'arrêt de la Cour d'appel comme fondement pour reprendre l'analyse des preuves produites entre 2022 et 2024. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même en l'absence d'une nouvelle accusation formelle, le climat institutionnel est devenu plus tendu. Le bureau du procureur spécial Jack Smith, précédemment dissous après les élections, a de nouveau été consulté de manière informelle par des commissions du Congrès désireuses de comprendre les paramètres qui ont soutenu les accusations précédentes. La Chambre des représentants elle-même, désormais composée différemment après les élections de 2025, a organisé des audiences sur les limites des immunités présidentielles, invitant des juristes de différents horizons à évaluer la portée de la décision du tribunal. Au cours de ces débats, 3 points ont émergé comme essentiels. La séparation entre acte officiel et intérêt personnel, l'impossibilité d'entraver le système judiciaire par les membres de l'exécutif et l'interdiction expresse d'utiliser le pardon comme instrument d'autoprotection. À partir de ces axes, d'autres interprétations institutionnelles ont commencé à prendre forme. Des agences fédérales d'audit, telles que le Bureau de la responsabilité gouvernementale,
ont entamé une réanalyse des contrats et des exécutions budgétaires liées à des décisions présidentielles controversées. Le Bureau d'éthique gouvernementale, quant à lui, a élargi son champ d'action en émettant des avis sur les risques de conflits d'intérêts qui pourraient, à l'avenir, faire l'objet de poursuites judiciaires à la lumière des critères actualisés. Dans ce nouveau dispositif, le pouvoir judiciaire est désormais considéré non seulement comme une instance de correction, mais aussi comme un délimiteur de conduite prospective. Le rôle des tribunaux supérieurs a cessé d'être réactif et est devenu une partie active de l'architecture institutionnelle. Ce changement de fonction interprétative a eu des effets secondaires perceptibles dans les autres sphères. Les gouverneurs, les secrétaires d'État et les dirigeants de partis ont commencé à réviser leur propre code de conduite à la lumière de la compréhension que les tribunaux peuvent, éventuellement, déterminer la responsabilité des agents publics même après la fin de leur mandat. À partir de là, la structure même de la protection juridique des titulaires de fonctions électives a fait l'objet d'un débat. Des organisations liées à la défense institutionnelle ont commencé à proposer de nouveaux cadres normatifs afin d'empêcher les futures administrations d'interpréter la présidence comme une sorte d'exil juridique temporaire. Et tandis que ces propositions progressent lentement, entre les commissions et les sous-comités, les actions pratiques continuent d'avancer. Une série de décisions récentes a montré que les tribunaux régionaux ont déjà intégré cette nouvelle logique dans des jugements traitant de la responsabilité d'anciens fonctionnaires de la Maison-Blanche pour des ordres émis dans des contextes extralégaux. La jurisprudence établie dans l'affaire Trump sert de référence pour les décisions rendues dans des litiges qui dépassent le cadre du président lui-même et concernent des membres de son entourage direct, des conseillers juridiques et des opérateurs politiques. L'ampleur de cette réorganisation indique qu'il ne s'agit pas seulement d'un ajustement momentané, mais d'un cycle de réinterprétation constitutionnelle en cours. Pour les analystes du système judiciaire américain, nous sommes face à un réalignement qui modifie la manière dont la présidence est comprise, non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi sur le plan politique. La fonction est désormais considérée comme un espace de responsabilité accrue, et non comme un bouclier exceptionnel. Cette nouvelle conception ne s'est pas formée de manière abrupte, mais s'est consolidée au fil des années de tensions institutionnelles accumulées. La décision de la Cour d'appel n'est donc pas une rupture isolée, elle représente le point d'inflexion d'un processus qui était déjà en train de se dessiner, mais qui a désormais trouvé un soutien formel. C'est précisément pour cette raison que des observateurs expérimentés ont insisté sur l'importance de suivre les développements avec régularité et prudence. Lorsqu'un nouveau précédent s'impose, les répercussions ne sont pas toujours immédiates, mais la transformation est inévitable. C'est pourquoi le suivi continu et contextualisé de ces changements institutionnels reste un outil essentiel pour comprendre les dynamiques de pouvoir en cours. Le débat sur la portée potentielle de cette nouvelle étape du système juridique américain est loin d'aboutir à un consensus. Dans la pratique, il existe un champ d'interprétation controversé, chacune tentant d'appréhender le même phénomène sous un angle différent. Pour un groupe important de juristes, le précédent établi par la Cour d'appel a un sens clair. Il s'agit d'une correction institutionnelle, d'un retour au centre après des années où des interprétations larges des prérogatives présidentielles auraient faussé le rapport entre pouvoir et responsabilité. Dans cette interprétation, la décision n'inaugure pas une nouvelle ère et ne crée pas un modèle inédit, mais réaffirme la logique selon laquelle le présidentialisme américain ne peut se maintenir que si la fonction n'est pas confondue avec une protection. La conception qui écarte la possibilité d'une auto-amnistie et sépare certains actes de la sphère de protection institutionnelle renforcerait donc un principe fondamental. L'exécutif ne peut pas fonctionner comme s'il était au-dessus du contrôle légal, et le pouvoir présidentiel n'est pas absolu. Il existe toutefois un deuxième courant, qui observe le processus avec inquiétude, même s'il reconnaît la cohérence technique d'une partie des arguments. Les juristes liés au Centre de recherche constitutionnelle
attire l'attention sur un risque qui ne peut être résolu par une bonne justification juridique, le risque de légitimité. Lorsque des précédents ayant un impact important se consolident à partir d'affaires impliquant des personnalités politiques polarisantes, la réception publique a tendance à être contaminée par des disputes extérieures au droit. Le problème, dans ce cas, n'est pas seulement le contenu de la décision, mais le contexte dans lequel elle prend de l'ampleur. Même des décisions cohérentes peuvent être perçues comme des réponses réactives, conditionnées par l'environnement politique et non comme une évolution doctrinale naturelle. Ce type de lecture publique peut affaiblir le système judiciaire, là où il dépend le plus de la confiance. Sa capacité à être considéré comme le gardien impartial de la Constitution. L'effet secondaire ne touche donc pas seulement Donald Trump, mais aussi le pouvoir judiciaire lui-même en tant qu'institution. Ce contraste de vision met en évidence une tension structurelle. La stabilité institutionnelle ne dépend pas seulement de l'existence formelle de freins et contrepoids, mais aussi de la manière dont ces mécanismes sont perçus. Certains analystes insistent sur le fait que la frontière entre la responsabilisation légitime et la judiciarisation excessive est plus fragile que le débat ne le laisse généralement admettre. L'application de critères rigoureux peut être interprétée comme un renforcement de la démocratie, mais elle peut également donner une impression de sélectivité si la population constate que des décisions similaires reçoivent un traitement différent en fonction du contexte politique. Dans un pays où le conflit est devenu permanent, cette perception peut être aussi destructrice qu'une défaillance technique. Le débat devient donc double: définir les limites de l'exécutif, tout en protégeant la crédibilité du pouvoir judiciaire afin qu'il ne soit pas perçu comme partie prenante au conflit qu'il tente d'arbitrer. C'est dans ce contexte que le rôle de la Cour suprême prend encore plus d'importance. Bien que la décision la plus récente ait été prise par une instance inférieure, la tendance est que plusieurs fronts juridiques désormais réactivés finissent par être poussés vers la Cour suprême, directement ou indirectement. Lorsque cela se produira, le conflit d'interprétation devrait devenir plus explicite et plus déterminant. Les ministres qui ont déjà manifesté leur malaise face à une immunité présidentielle étendue devraient tenter de définir des limites plus objectives et reproductibles, capables d'orienter les affaires futures sans dépendre de la personne au pouvoir. D'autre part, les ministres plus enclins à défendre l'autonomie de l'exécutif devraient faire valoir que restreindre excessivement le champ de la protection présidentielle peut produire un effet paralysant, le poste étant soumis à des pressions juridiques constantes dans un contexte de conflit politique permanent. Jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus sur laquelle de ces lignes prévaudra. On observe un système encore en phase d'ajustement, qui tente d'établir des paramètres alors que les affaires continuent d'avancer et que les impacts s'accumulent. Un point semble toutefois de plus en plus évident. Le pouvoir judiciaire occupe désormais une place plus importante dans la définition des limites du pouvoir. Les tribunaux n'agissent plus seulement comme une instance de correction des actes passés, mais comme une force modelant l'exercice futur de la présidence. En établissant la frontière entre fonction publique et conduite personnelle, le pouvoir judiciaire assume également un rôle préventif. Il commence à définir, dans la pratique, ce qui pourra être considéré comme acceptable en tant qu'acte institutionnel au cours des prochains cycles. Cela renforce la place centrale du droit dans le fonctionnement du présidentialisme et déplace une partie du centre de gravité institutionnel vers les décisions judiciaires, même lorsque l'argument utilisé est précisément celui de rétablir l'équilibre et de contenir les abus. Parallèlement, le système politique tente de se réorganiser face à cette nouvelle configuration. Des commissions parlementaires ont entamé des révisions des règles de transition des mandats, des hypothèses de perte de prérogatives et des mécanismes formels de responsabilisation pour les comportements classés comme abusifs. Dans les États considérés comme décisifs, les assemblées locales ont commencé à se demander si les décisions prises par les gouverneurs alignés sur l'exécutif fédéral pouvaient également être révisées dans le cadre de cette nouvelle orientation jurisprudentielle. Ce mouvement révèle un détail important.
Les précédents judiciaires ne restent pas confinés aux tribunaux. Ils se propagent, réorganisent les incitations, modifient les stratégies et produisent des réactions en chaîne. La conséquence inévitable est le dilemme institutionnel qui guide désormais le débat. Comment renforcer la responsabilité sans transformer le pouvoir judiciaire en centre permanent de tous les litiges du pays? Les impacts apparaissent clairement dans les procès qui reviennent sur le devant de la scène. À New York, l'affaire liée au paiement secret dans le contexte électoral revient au centre du débat juridique, mais dans un cadre plus sensible qu'auparavant. La question ne se résume plus à l'origine de l'argent ou à la tentative de dissimuler des informations. Le cœur du problème est désormais la nature de l'acte. S'il est considéré comme un comportement privé visant à préserver le résultat électoral, il ne relève alors plus de la protection institutionnelle. S'il est qualifié d'action stratégique associée à l'exercice du pouvoir, il ouvre la voie à une interprétation plus protectrice. Cette distinction, apparemment technique, peut redéfinir le concept d'acte présidentiel et servir de base à une doctrine aux effets durables. Un autre exemple concerne l'action du président pendant le dépouillement des votes dans des États comme la Géorgie et l'Arizona. Les appels téléphoniques, les réunions et les pressions enregistrées pendant cette période seront désormais réinterprétés sur la base de cette nouvelle ligne de démarcation entre fonction publique et intérêt politique direct. Ce qui était auparavant considéré comme une dispute politique agressive est désormais examiné comme une possible transgression des limites institutionnelles. Cette ambiguïté sera inévitablement résolue devant les tribunaux, ce qui renforce le poids de l'interprétation judiciaire en tant qu'instance créatrice de précédents, capable d'orienter la manière dont le pouvoir présidentiel devra se comporter à l'avenir. À mesure que les affaires progressent, l'intérêt public grandit autour de ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Des audiences décisives devraient avoir lieu dans différentes juridictions avec le potentiel de redéfinir la compréhension juridique des limites du présidentialisme aux États-Unis. Même si les issues sont encore incertaines, le processus est déjà historique en soi. Jamais auparavant, un président ayant une influence politique active n'avait été confronté à autant de fronts juridiques simultanés avec une possibilité concrète de responsabilité pénale, à des niveaux aussi élevés et avec des répercussions aussi systémiques. Le pays entre donc dans un territoire institutionnel qui n'est pas encore entièrement cartographié, où des précédents sont en train d'être écrits sous la pression et sous l'œil attentif du public. C'est pourquoi suivre ces développements devient plus qu'un simple suivi informatif. Il s'agit d'une lecture structurelle du fonctionnement démocratique. Les prochains chapitres dépendront moins des discours et davantage de la rigueur des votes, de la manière dont les preuves seront admises, de la cohérence des paramètres adoptés et de la prévisibilité avec laquelle les principes constitutionnels seront appliqués à des situations inédites. La relation entre l'exécutif, le judiciaire et la société civile est en train d'être redessinée par des décisions encore en cours, et comprendre ce processus, étape par étape, reste essentiel pour comprendre non seulement ce qui est en jeu, mais aussi ce qui est redéfini au cas par cas, décision par décision.